Bonjour à tous. Nous sommes ravis de votre participation à notre webinaire de formation intitulé Automatiser les filles pour le changement, guide pratique pour la création de clubs de filles en milieu scolaire et extrascolaire en vue de l'abandon des MJF. Ce webinaire vise à faciliter l'apprentissage par le partage d'expériences sur la création et la gestion de clubs de filles en milieu scolaire et extrascolaire dans le cadre d'un projet centré sur les filles et promouvant l'abandon des MJF. Pendant que nous donnons aux autres participants l'occasion de se joindre à nous, veuillez vous présenter dans la boîte de discussion, s'il vous plaît. Nous souhaitons également vous informer que ce webinaire est enregistré afin de pouvoir être partagé avec ceux qui n'ont pas pu y assister. Ce webinaire se déroulera en français. L'interprétation sera disponible en anglais, en amharique et en langue des signes. Veuillez cliquer sur l'icône du globe pour sélectionner votre langue préférée. Pour l'anglais, cliquez sur English. Pour l'amharique, cliquez sur Amharique. Pendant que d'autres participants nous rejoignent, je voudrais vous présenter brièvement le programme The Girl Generation. Le programme The Girl Generation soutient au mouvement africain pour l'élimination des MJF, TGG-ALM, est mis en œuvre par un consortium dirigé par Option Consultancy Service qui regroupe Amref Health Africa, Action Aid, Orchid Project et ACAF. Le programme collabore étroitement avec le Centre de données sur les MJF du Peuple Council, chargé de la collecte et de l'analyse des données. Notre vision est celle d'un monde où les filles et les femmes peuvent exercer leur pouvoir et leurs droits, bénéficier d'un choix et d'une autonomie accrue et être libres de toute forme de violence, y compris les mutilations génitales féminines. Notre programme repose sur le principe de ne pas nuire, un principe éthique qui garantit la protection de toutes les personnes qui entrent en contact avec notre programme. C'est pourquoi je tiens à souligner que les discussions sur les MJF peuvent être traumatisantes pour certaines personnes, notamment les survivantes. C'est pourquoi nous encourageons tous les participants à faire attention au langage tout au long du webinaire et à s'exprimer avec bienveillance, respect et empathie. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à faire une pause. Votre bien-être est notre priorité. Comme indiqué, cette session sera enregistrée et partagée ultérieurement sur nos chaînes YouTube et Twitter. Si vous venez de nous rejoindre, veuillez noter que ce webinaire se déroulera en français. Une interprétation est disponible en anglais, en amharique et en langue des signes. Veuillez cliquer sur l'icône du globe pour sélectionner votre langue préférée. Pour l'anglais, cliquez sur English. Pour l'amharique, cliquez sur Amharique. Le webinaire d'aujourd'hui vise à faciliter l'apprentissage par le partage d'expériences sur la création et la gestion de clubs de filles à l'intérieur et à l'extérieur des écoles dans le cadre d'un projet centré sur les filles visant à promouvoir l'abandon des MJF. Nous accueillons aujourd'hui nos intervenants sénégalais qui nous présenteront en détail le processus de création et de gestion de clubs de filles dans le cadre d'un projet centré sur les filles visant à promouvoir l'abandon des MJF. Ils partageront également leurs expériences, leurs réussites, les défis rencontrés et les enseignements tirés de la mise en œuvre de ces clubs au Sénégal.
Je m'appelle Coricen, coordinateur régional du programme TGG-ALM basé à Option au Sénégal et j'animerai ce webinaire aujourd'hui. Ma co-animatrice est Awa Sow, directrice du bureau conseil adolescent de Goudomp et chef de service départemental de la jeunesse au ministère de la Jeunesse. Pour commencer, nous vous invitons à répondre à une question qui apparaîtra à l'écran. La question est la même pour tous. Veuillez sélectionner la version dans la langue de votre choix. Anglais, français ou amharique et y répondre. J'espère que vous avez vu la question à l'écran. La question avec Eric. La première question, c'est connaissez-vous le processus de mise en place de clubs de filles pour l'abandon des MJF? Connaissez-vous le processus de mise en place de clubs de filles pour l'abandon des MJF? Trois réponses vous sont proposées au choix. La première réponse, c'est oui, je comprends parfaitement le processus. La deuxième réponse possible, je comprends en partie certains aspects du processus, mais j'ai besoin de plus d'aide. La troisième réponse possible, non, je ne suis toujours pas sûr du processus. J'espère que vous avez l'écran, vous voyez l'écran et que vous pouvez répondre à ces questions en choisissant la réponse qui vous convient. Eric, merci de vérifier les résultats du sondage, s'il vous plaît. J'espère que Eric, vous avez pu vérifier les résultats du sondage. Merci infiniment à tous pour vos réponses. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous présenter M. Gabriel Jacques Sagna, qui prononcera le discours d'ouverture. Gabriel est un expert en protection de l'enfance et occupe actuellement le poste de coordinateur du comité sénégalais sur les pratiques traditionnelles néfastes, COSEPRAT, et est également président de la Fédération nationale des organisations de la société civile pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, excision, FENEPAM. Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à M. Gabriel Jacques Sagna. À vous, Gabriel. Merci, Cory, pour cette aimable présentation. Bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est un honneur de vous accueillir à cet important webinaire qui s'intitule Autonomiser les filles pour le changement,
un guide pratique pour la création de clubs de filles à l'intérieur et à l'extérieur des écoles pour l'abandon des MGF. Comme vous le savez, les mutilations génitales féminines comprennent toutes les procédures qui consistent à altérer ou à blesser les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales et sont reconnues internationalement comme une violation des droits de l'homme qui menace la santé, la dignité et le bien-être des millions de filles et de femmes dans le monde. Les MGF touchent principalement les filles, ce qui rend leur participation active et leur émancipation essentielle aux efforts déployés pour les éradiquer. Et lorsque nous impliquons les filles dans la lutte contre les MGF, il est important de leur fournir un soutien adéquat, des ressources et des structures protectrices pour pérenniser leurs efforts. Au Sénégal, Amref Health Africa, en collaboration avec les centres de conseil pour adolescents, CCA, du ministère de la Jeunesse et d'autres partenaires, a concrétisé cette vision en créant des clubs de filles, des espaces sûrs et solidaires qui favorisent l'apprentissage, le mentorat et l'action collective pour mettre fin au MGF. S'appuyant sur leurs expériences, Amref Health Africa Sénégal et le CCA ont élaboré un outil pratique pour accompagner les communautés et les organisations dans la création et la gestion de clubs de filles en milieu scolaire et extrascolaire pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Cet outil propose une approche progressive et des stratégies concrètes afin de garantir l'efficacité et la pérennité de ces clubs en veillant à ce qu'ils soient véritablement axés sur les besoins et les aspirations des filles. Le webinaire d'aujourd'hui nous offre l'opportunité de tirer des enseignements de l'expérience sénégalaise, découvrir les réussites, les défis et les leçons tirées de la mise en œuvre de ce modèle. Nous espérons que cette session nous inspirera et nous fournira des outils pratiques pour renforcer des approches centrées sur les filles au sein de nos programmes et communautés. Ensemble, continuons à créer des espaces où les filles sont en sécurité, soutenues et autonomisées pour devenir des championnes du changement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et la promotion de l'égalité des sexes. Merci beaucoup et j'ai hâte d'avoir une discussion enrichissante. Merci, Monsieur Gabriel, pour votre mot d'ouverture. En effet, la création de clubs de filles constitue un modèle puissant pour donner aux filles les moyens de devenir des championnes du changement dans la lutte contre les MGF et la promotion de l'égalité des sexes. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Ernest Mendy, responsable de programme chez TGJ ILM, basé à Amref, Sénégal. Ernest a rejoint le programme en juillet 2024 et a, depuis, contribué de manière significative à l'amélioration des interventions grâce à son style de management, sa créativité et surtout son expérience dans le domaine du changement social. Nous invitons donc Ernest à nous faire part d'un bref aperçu de ce guide sur la mise en place de clubs de filles dans les écoles et en milieu communautaire pour l'abandon des MGF. Bienvenue Ernest. Merci beaucoup, chef Cory. Merci pour cette aimable présentation. Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le guide pratique pour la création des clubs de jeunes filles, élaboré dans le cadre du projet The Girl Generation Support to Africa-led Movement to End FGM, TGILM. Les clubs de filles sont bien plus que de simples groupes d'activités. Ce sont des espaces sûrs et valorisants où les adolescentes peuvent rencontrer, apprendre et gagner en confiance. Ils offrent des possibilités de mentorat, de leadership et de solidarité permettant aux filles de s'exprimer, de rêver et d'agir collectivement. Ce guide propose alors un modèle étape par étape pour créer et pérenniser ces espaces, afin de garantir qu'ils permettent véritablement aux filles de mener le changement vers l'élimination des MGF et d'autres formes de violence sexiste. Ce guide a pour but de servir d'outil pratique et adaptable pour la création et la gestion de clubs de filles, notamment dans les communautés touchées par les MGF. Cela aide les organisations et les dirigeants communautaires à créer des clubs sûrs et inclusifs, renforcer le leadership, la confiance et la voix des filles, encourager le dialogue au sein des familles et des communautés, et soutenir une transformation sociale durable menée par les filles elles-mêmes. Ce guide est destiné aux structures gouvernementales, aux ONG, aux associations, parascolaires et écoles, et aux organisations locales. Il est conçu comme un document inclusif, susceptible d'évoluer effectivement au fur et à mesure que nous apprenons des filles et des communautés avec lesquelles nous travaillons. Ce guide a été élaboré grâce à un processus participatif et fondé sur des données probantes. Il s'appuie sur les leçons de l'étude Apprentissage et adaptation réalisée en 2024 par Amref Health Africa, qui a mis en évidence comment les clubs de jeunes filles à Kolda et à Sédhiou ont contribué à faire évoluer les normes sociales et à réduire les pratiques de mutilation génitale féminine. Le développement a nécessité des consultations avec les filles, les animateurs, les mentors et les leaders communautaires, afin de garantir qu'ils reflètent l'expérience et les besoins réels des jeunes filles. Il s'appuie également sur une analyse d'initiatives similaires menées à travers l'Afrique, recensant les bonnes pratiques qui pourraient être adaptées au contexte sénégalais. Enfin, il a été créé en collaboration avec les centres conseils adolescents de Kolda, Sédhiou, Goudomp et Bunkiling. Il en résulte un guide pratique fondé sur les données probantes et élaboré par les acteurs eux-mêmes. Le guide a d'abord été élaboré en partant de l'expérience des clubs de jeunes filles de Kolda et Sédhiou, deux régions du Sénégal où la prévalence des MGF est très élevée. Toutefois, son approche est largement applicable dans d'autres pays confrontés à des défis similaires, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il est aussi conforme au cadre juridique du Sénégal, notamment la loi 9905, interdisant les mutilations génitales féminines, et contribue à l'objectif de développement durable 5.3 qui vise à éliminer cette pratique d'ici 2030. Que ce soit dans les écoles ou au sein des communautés, ce guide propose des outils adaptables qui peuvent être adaptés aux réalités de chaque contexte. L'un des principaux atouts de ce guide est sa flexibilité. Il peut être utilisé dans différents contextes, autant dans l'école que dans les centres de jeunesse, au village qu'en milieu urbain. Il peut également être adapté aux différents groupes d'âge, de 10 à 24 ans, notamment pour atteindre des filles déscolarisées ou vulnérables. Le guide encourage l'adaptation en utilisant les langues locales, des supports culturellement appropriés et en impliquant surtout les parents, les enseignants et les responsables locaux. Elle s'intègre également parfaitement à d'autres domaines tels que la santé sexuelle et reproductive, la prévention des violences sexistes et la formation au leadership. En résumé, ce guide fournit un cadre solide, mais laisse la possibilité aux communautés de se l'approprier. Le guide est organisé en 5 parties principales. En grand 1, nous avons le contexte et la justification, qui donne l'explication de l'importance des clubs de jeunes filles
pour l'autonomisation et l'abandon. Nous avons en deux le processus étape par étape, qui est le cœur du guide qui accompagne les praticiens et les jeunes filles dans la planification, la mobilisation communautaire, la création de clubs et le soutien continu. En trois, nous avons la protection et le consentement, qui est une description des mesures à prendre pour garantir la sécurité, la dignité et le respect de la vie privée de ces jeunes filles. Nous avons ensuite le suivi et évaluation avec des outils pratiques pour mesurer la participation et les progrès. Nous avons également des annexes, y compris des exemples de statuts de club, des listes de contrôle, des formulaires de consentement et d'autres ressources pratiques. Il est rédigé dans un langage simple et convivial, afin que les animateurs, les filles, les responsables communautaires puissent l'appliquer facilement. Le processus de création d'un club est conçu pour être inclusif et participatif. Cela commence par l'étape de l'évaluation de la situation et la cartographie des parties prenantes. Avant de créer les clubs de jeunes filles, il est essentiel de comprendre le contexte local. Cela implique de se poser des questions suivantes. Où les mutilations génitales féminines sont-elles encore pratiquées au Sénégal? Qui sont les personnes qui influencent les décisions concernant la vie des filles? Nous proposons alors de commencer par recueillir les informations de base sur la communauté, la prévalence des MGF, les initiatives existantes au sein de la communauté, autant chez les jeunes que chez les femmes, mais aussi les attitudes envers l'autonomisation des filles et les interventions antérieures. Parallèlement, nous suggérons de recenser les parties prenantes. Il s'agit principalement des responsables communautaires et religieux, les parents, les enseignants, les associations de femmes et acteurs de collectivités locales, comme les centres de conseil ados. Savoir aussi qui soutient le projet et qui pourrait s'y opposer nous permet de planifier et de nous mobiliser plus efficacement. Cette première étape jette les bases de la confiance et de la légitimité des clubs de jeunes filles. En comprenant le contexte et en impliquant dès le départ les acteurs clés, le club de jeunes filles a plus de chances d'être accepté, protégé et de ce fait être pérenne. L'étape 2 consiste à la mobilisation et la sensibilisation des communautés. Une fois le contexte compris, l'étape suivante consiste à mobiliser la communauté, car aucun club de jeunes filles ne peut réussir sans soutien local. Cela implique alors de contacter les familles, les responsables locaux, mais aussi les autorités religieuses, pour expliquer l'objectif du club et les rassurer quant au fait qu'il s'agit d'un espace sûr et éducatif pour les filles. Nous organisons des réunions communautaires, des visites à domicile, des dialogues où les préoccupations peuvent être abordées ouvertement, qu'elles soient d'ordre culturel, religieux ou liées même à la sécurité. Des figures traditionnelles comme le Badjanougor, les enseignants, les clubs, les groupes de jeunes jouent également un rôle crucial dans l'instauration de cette confiance et de l'acceptation des clubs de jeunes filles. En effet, lorsque les parents et les responsables comprennent pleinement que les clubs contribuent à protéger les filles, à renforcer leur confiance en elles et à promouvoir leurs valeurs communautaires, ils deviennent eux-mêmes des champions de l'initiative. Cette étape jette les bases d'une véritable appropriation communautaire et garantit que les filles sont soutenues et non isolées dans leur parcours d'autonomisation. L'étape 3 consiste à la sélection et au recrutement des membres. Une fois la communauté engagée, nous nous tournons alors vers le cœur du processus, les filles elles-mêmes. L'adhésion au club est volontaire et ouverte à toute génération, généralement les filles de 15 à 24 ans. Nous accordons la priorité aux plus vulnérables, les filles non scolarisées, celles issues de villages éloignés ou celles surtout exposées au risque de mariage précoce ou de mutilation génitale féminine. Les filles peuvent être identifiées par l'intermédiaire des écoles, des responsables des communautés ou des pères éducateurs. Mais la sélection finale doit toujours se faire de manière transparente avec le consentement de la famille. L'objectif est de créer un groupe diversifié et solidaire pour que chaque fille se sente accueillie
et en sécurité, quelles que soient ses origines. Le club démarre d'habitude avec 15 et 25 membres, un nombre suffisamment important pour apprendre, mais aussi suffisamment petit pour maintenir la confiance et la participation effective. Plus important encore, cette étape garantit que la voix et le choix des filles soient au cœur de l'initiative dès le départ. L'étape 3, qui est le choix du lieu. Le choix du lieu de la réunion du club de jeunes filles est crucial. Il doit s'agir d'un espace sûr, accessible et accueillant pour toutes les jeunes filles, et que les jeunes filles puissent se sentir libres et s'exprimer librement. Selon le contexte, les clubs peuvent se réunir soit dans les écoles, qui offrent déjà une structure, un encadrement ou l'accès au matériel pédagogique, soit dans les lieux communautaires tels que les centres de jeunesse, les espaces jeunes, les dispensaires, les salles communales, qui peuvent être plus inclusifs pour les filles, surtout celles déscolarisées. Quel que soit le choix, le lieu doit être proche des domiciles, facile d'accès et suffisamment privé pour permettre des discussions ouvertes. Elle devrait également être inclusive, accueillant les filles handicapées et en assurant la protection contre le harcèlement et la stigmatisation. Un environnement sûr et confortable encourage la présence de ces filles-là. L'étape 5, c'est la structure du club. Une fois les membres du club sélectionnés, il est temps alors d'organiser le club et de mettre en place des structures claires. Chaque club devrait avoir un petit groupe dirigeant ou un bureau exécutif, généralement élu par les filles elles-mêmes. Cela inclut un rôle tel que les présidentes, les secrétaires, les trésorières et parfois des postes supplémentaires comme les chargés de l'organisation, ainsi de suite. Ces élections sont aussi importantes. Elles enseignent aux filles la démocratie, le sens de la responsabilité et le travail d'équipe. Chaque membre a voix au chapitre et le leadership repose sur l'équité et la participation. Ensemble, les membres élaborent une charte de club qui est simple, qui définit les règles, la fréquentation des réunions, la manière dont les décisions sont prises et comment maintenir le respect et la confidentialité. Cette structure permet au club de fonctionner sans accroc et garantit que les filles se sentent pleinement investies dans leur espace. C'est leur club, leur voix et leur leadership en action. Nous allons alors à l'étape 6 du processus, qui est le recrutement et la formation des animateurs, des animatrices et des mentors. Un club de jeunes filles ne peut prospérer que s'il est bien encadré. C'est là qu'interviennent les facilitatrices et les mentors. Les facilitatrices encadrent les séances du club, organisent les activités et veillent à ce que les discussions soient bienveillantes, inclusives et stimulantes. Les mentors, quant à eux, offrent un soutien personnalisé. Ils écoutent, conseillent, inspirent les jeunes filles afin qu'elles prennent confiance en elles et fassent des choix positifs. Idéalement, les facilitatrices et les mentors devraient être de jeunes femmes de la communauté, reconnues surtout pour leur engagement, leur intégrité, leur empathie. Nombre d'entre elles sont des éducatrices pairs ou des jeunes filles engagées dans la prévention des MGF ou simplement dans la santé sexuelle et reproductive. Avant de commencer, ils reçoivent bien évidemment une formation sur les techniques d'animation, la protection de l'enfance, le leadership et la santé des adolescents, souvent avec le soutien d'institutions, notamment comme le Conseil ado. L'étape 7 vient maintenant la planification et le calendrier de démarrage et de mise en œuvre. La dernière étape consiste à organiser le travail dans le temps. Le guide propose un calendrier de démarrage pour 6 mois, divisé en 3 phases. Au cours du premier mois, l'accent est mis sur la mobilisation des parties prenantes et la sélection du site, qui est rencontre avec les responsables, les parents, les autres membres de la communauté pour confirmer les lieux. Au cours du deuxième mois, nous passons au renforcement des capacités, notamment la formation des animateurs et des mentors. Pour les 3e et 6e mois, les clubs organisent des réunions régulières, suivent
la participation et recueille les commentaires des filles afin d'adapter et d'améliorer les activités. Cette approche progressive garantit que chaque club de jeunes filles démarre avec des bases solides, inclusives et durables, prêt à devenir un espace pérenne d'autonomisation et de leadership. La protection des jeunes filles est au cœur de chaque club de jeunes filles. Elle garantit que toutes les activités ne nuisent à personne et que chaque fille se sente en sécurité, respectée et maîtrise la situation. Cela commence par le consentement éclairé. En effet, chaque fille doit comprendre clairement ce qu'implique sa participation. Et pour les mineurs, il est nécessaire d'avoir l'autorisation des parents. Le consentement doit être toujours volontaire, spécifique et réversible, ce qui signifie qu'une fille peut dire non ou se retirer à tout moment sans pénalité. Le club met également en place des systèmes de protection adaptés aux enfants, tels que des canaux de signalisation confidentiels, des boîtes de suggestions et des filières d'orientation vers les services de santé ou de protection si les filles ont besoin d'aide. La formation à la protection de l'enfance destinée aux animateurs et aux mentors renforce cette culture de bienveillance. En définitive, la protection de l'enfance n'est pas un ensemble de règles, mais un état d'esprit dans les clubs. Il s'agit de garantir à chaque fille la possibilité d'apprendre, de diriger et de partager en toute sécurité, sachant que sa dignité et sa vie privée sont protégées. Le suivi et l'apprentissage sont essentiels pour garantir que les clubs restent actifs, pertinents et efficaces. Chaque club utilise alors des outils simples comme les feuilles de présence, les rapports d'activité ou bien des sondages de satisfaction pour suivre la participation et identifier ce qui fonctionne bien et les points, bien sûr, à améliorer. Mais au-delà des chiffres, nous devons aussi recueillir les histoires de changement. Comment les filles gagnent en confiance, s'élèvent contre les mutilations génitales féminines ou assument simplement des rôles de leadership dans leur communauté. Les animateurs et les mentors se réunissent régulièrement pour réfléchir, documenter les leçons et adapter les activités en fonction des commentaires des filles. Ce processus d'apprentissage continu garantit que chaque club reste dynamique et à l'écoute des besoins des filles. Au fil du temps, ces témoignages et ces réussites contribuent à étayer les preuves, à inspirer de nouveaux clubs et enfin renforcer le mouvement collectif pour l'autonomisation des filles. Lorsque les clubs sont bien implantés, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous constatons les différentes expériences du CCA que les filles gagnent en confiance et en leadership. Elles prennent la parole en public, encadrent leurs pairs et prennent l'initiative dans les discussions communautaires. Les familles et les responsables communautaires reconnaissent la valeur de la parole des filles et le dialogue remplace le silence autour des questions sensibles comme les MGF ou bien les mariages d'enfants. Nombreuses sont les filles qui deviennent alors des ambassadrices du changement, organisant des événements de sensibilisation, encadrant les filles les plus jeunes ou défendant simplement leurs droits à l'école et dans les villages. Ces changements vont au-delà de la croissance individuelle. Ils engendrent un changement d'attitude à l'échelle communautaire, promouvant l'égalité, l'éducation et la sécurité pour toutes les filles. En résumé, la réussite se manifeste par une jeune fille sûre d'elle, qui connaît sa valeur, ses droits et son pouvoir de changer les choses, et par une communauté qui la célèbre et la soutient. Pour conclure, je vous invite chaleureusement à utiliser et à partager ce guide, un outil pratique né de l'expérience et de l'innovation collective. Il sera disponible gratuitement bientôt sur thegoodgeneration.org. Veuillez l'adapter à votre contexte, le tester et nous faire savoir ce qui fonctionne. Vos commentaires et témoignages contribueront certainement à renforcer ce mouvement en pleine croissance. Plus nous investirons dans la création d'espaces sûrs et dirigés par les filles, plus nous nous rapprochons d'un monde où chaque fille grandit en sécurité, confiance et à l'abri de toute violence. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ernest. Je pense que vous méritez des applaudissements. Je
passe maintenant la parole à ma co-modératrice, Awa Sow. Bienvenue, Awa. Un grand merci à Corey, à tous les intervenants et à notre cher public. Nous allons maintenant passer à une table ronde où nous écouterons des intervenants qui mènent les efforts visant à mettre fin au MGF au Sénégal. Notre premier intervenant est Ernest Mendy, responsable du programme AMREF Sénégal. Un grand merci pour votre présentation précédente sur le guide de mise en place de clubs de filles en milieu scolaire, extrascolaire, pour l'abandon des mutilations génitales féminines. En vous appuyant sur votre expérience, mettez en lumière les principaux défis rencontrés et formulez les recommandations pour la mise en place de clubs de filles performants. Merci beaucoup, Awa, directrice. Donc, dans le cadre de la conception du guide de création des clubs de jeunes filles, les recherches et les différentes consultations ont montré plusieurs défis. Donc, ces défis sont en premier lieu l'acceptation communautaire. Donc, certaines familles perçoivent mal ces espaces, craignant certainement qu'ils remettent en question les traditions et encouragent l'indépendance des filles. Donc, sans adhésion des familles, des parents, des leaders religieux, les filles participent moins régulièrement. Un autre défi concerne aussi l'inclusion des filles les plus vulnérables, surtout celles qui viennent de loin ou les filles en situation de handicap, qui sont plus exposées au mariage ou celles qui sont beaucoup plus exposées au mariage des enfants. Donc, il est souvent difficile de mobiliser ces cibles qui sont éloignées et qui sont surtout stigmatisées. À cela s'ajoute la disponibilité d'un lieu réellement sûr. Donc, dans les communautés, c'est difficile de trouver des lieux réellement sûrs où les filles peuvent se réunir et remplir les conditions de se réunir en toute sécurité en respectant les normes de safeguarding. Il y a également la durabilité des clubs qui peut être affectée par le manque de ressources, donc qui affecte beaucoup d'organisations, mais aussi la baisse de motivation et l'absence de supervision. La chance que nous avons au niveau de Kolda, c'est que les filles sont appuyées et supervisées par le CCA de Kolda, maintenant, et de Sédhiou. Maintenant, est-ce qu'il en est de même pour les autres localités? C'est ça la question. Donc, il faudrait toujours être sûr que les filles sont liées à une structure qui pourra les aider à être supervisées. Merci. Comment faire en sorte que les clubs de filles restent inclusifs, sûrs, valorisants, où toutes les filles peuvent apprendre et devenir? Oui, l'approche doit être toujours centrée sur les besoins de la jeune fille. Tout d'abord, il est indispensable de garantir un environnement sécurisant. Tant que l'environnement n'est pas sécurisé pour la jeune fille, il est difficile de pouvoir les mobiliser et de les intégrer. Et quand on parle de lieu sûr, c'est que le lieu doit être un lieu privé qui permet aux filles de pouvoir s'exprimer librement, sans jugement, sans moquerie, mais aussi de ne pas divulguer les confidences qui se tiennent dans les clubs. Et pour cela, il y a l'instauration d'une charte de club qui est proposée dans le guide pour permettre que l'ensemble des membres du club puissent respecter cette charte et pouvoir protéger la confidentialité sur tout ce qui se passe dans les clubs de jeunes filles. Il est aussi nécessaire que les heures de mise en œuvre de ces clubs soient flexibles. Pas parce que les clubs ont diverses audiences, donc notamment les filles scolarisées, les filles qui font des métiers. Donc, les heures doivent être flexibles pour pouvoir être adaptées aux besoins de chaque fille. Avoir un langage adapté, donc pour chaque localité, certainement, il y a une langue dominante où les filles sont plus à l'aise. Il faudrait aussi, surtout, nous adapter par rapport à la langue. Il est également crucial de promouvoir le bien-être des filles en intégrant surtout des moments de détente, des jeux. Donc, ne pas transformer les clubs de jeunes filles en école, mais de prévoir dans la mise en œuvre de ces clubs de jeunes filles des jeux, des discussions libres et des exercices créatifs. Le consentement aussi doit être respecté et c'est l'un des grands défis de nos clubs de jeunes filles, surtout à l'ère des réseaux sociaux où le partage des vidéos, le partage des photos, des témoignages est très habituel.
il est important de respecter cette confidentialité et le consentement de ces jeunes filles. Enfin, il faut valoriser le leadership des filles. Donc, ne pas créer des clubs de jeunes filles pour faire le travail à la place des jeunes filles, mais créer le club des jeunes filles et donner aux jeunes filles le leadership elles-mêmes pour plus d'épanouissement et plus d'autonomie. Merci. Merci beaucoup, Ernest. Notre deuxième intervenant est Babacar Sy, coordinateur régional du Centre de conseil pour les adolescents et les jeunes de Kolda. Il a été honoré par l'État du Sénégal par l'intermédiaire du ministère de la Famille pour son engagement en faveur de la lutte contre les MGF. Comment le ministère de la Jeunesse soutient-il l'institutionnalisation des clubs de filles et renforce-t-il les structures qui les font vivre? Merci beaucoup, Awa, et bonjour à tous les participants à ce webinaire. Je m'appelle Babacar Sy, je suis le coordonnateur du Centre conseil pour adolescents et jeunes de Kolda. Comme Ernest l'a dit, je crois que ça a été très clair. Les clubs ont été créés parce qu'il y a eu des situations qui ont poussé les gens à réfléchir sur les questions liées aux mutilations génitales féminines, sur les questions des grossesses, des mariages d'enfants, parce qu'on était dans une zone où ce sont les relais qui parlaient à la place des filles, et c'était des adultes qui parlaient à la place des filles. Le taux était extrêmement élevé à Kolda sur les questions de mariage et de grossesse, le taux de déperdition. On a dit qu'il faudrait créer des instances qui permettent à ces filles-là de pouvoir régler elles-mêmes leurs problèmes, de pouvoir défendre leurs droits, mais aussi de pouvoir changer certaines normes sociales. C'est là où les clubs ont signé ce qu'on appelle le pacte New Deal. C'est un pacte qui lie les parents, les communautés au club. Le pacte qui dit qu'une fille qui n'a pas encore 18 ans ne doit pas être mariée. Une fille qui de lutter aussi contre les questions, les grossesses précoces, mais aussi de créer une rupture intergénérationnelle sur les pratiques néfastes et les mutilations génitales féminines, en renforçant et en aidant ces filles-là. Maintenant, le ministère a collé l'ensemble de ces clubs au centre conseil ado et au bureau conseil. Donc, tous les clubs qui sont créés doivent être adossés au niveau des structures habilitées par le ministère de la Jeunesse, que sont les centres conseils et les bureaux conseils. Et à cela, même au niveau communautaire, ce sont les centres conseils et les bureaux conseils qui doivent administrer ces clubs-là, les accompagner, les former et faire le suivi. Il est arrivé après la conférence de Nairobi sur la population, l'ICPD, qui est passée, que le ministère a pris l'engagement de faire le passage à l'échelle du pacte du New Deal et de l'installation des clubs de jeunes filles. Donc, au niveau institutionnel, aujourd'hui, c'est le ministère qui porte l'installation et l'institutionnalisation des clubs de jeunes filles au niveau de tout le Sénégal. Aujourd'hui, partout dans le Sénégal, les gens sont en train d'installer des clubs pour renforcer le leadership des filles, renforcer leur estime, mais aussi permettre aux filles qui sont peu ou pas scolarisées de pouvoir au moins apprendre un métier, de gérer leur activité. Mais en quoi faisant, parce que si une fille ne devient plus un fardeau pour sa communauté, cette fille-là peut prévaloir à ses droits, mais peut changer de comportement. Au niveau des questions liées aux mutilations génitales féminines, on sait que c'est des questions de transmission de normes sociales, c'est des questions de transmission d'informations. Si les filles sont assez outillées, assez formées, assez informées, il est très facile qu'il y ait une rupture. Et ces filles-là, en grandissant, vont devenir demain des mères et choisir d'arrêter. Et en ayant toutes les informations nécessaires, ils peuvent influencer le groupe de clubs de jeunes filles, influencer les autres personnes et permettre qu'il y ait une rupture intergénérationnelle de la pratique des mutilations génitales féminines. Veuillez nous faire l'impact contre le de filles la question de l'abord des MGF au Sénégal. On a eu beaucoup d'impact parce qu'avant, les filles qui étaient dans le monde rural ou bien dans les zones où aujourd'hui on pratique les mutilations génitales féminines, ces filles-là ne terminaient pas leur année scolaire, leur cursus scolaire. Aujourd'hui, grâce au club de jeunes filles, on a eu des 100% au bac, des 100% au BFM. Des filles ont voyagé pour aller défendre les questions liées aux mutilations génitales féminines aux États-Unis, en Angleterre, à Nairobi, au Kenya, au Cameroun, et ont participé à des forums où elles vont parler des questions qui sont liées aux problèmes de mutilation génitale féminine. Et récemment, deux de ces filles étaient parties à Nairobi pour être formées
pour devenir des formatrices sur la transformation sociale et sur les questions de survivantes. Et à leur retour, elles doivent faire la restitution. Donc, cet impact a permis à ces filles-là de pouvoir voyager. Si dans les autres régions, on peut prendre l'exemple des autres régions, où aujourd'hui on a des clubs de filles, des filles se distinguent dans des concours de slam, des concours de production de vidéos, d'autres filles se distinguent dans des concours au niveau des Olympiades, au niveau national, et c'est grâce à la formation qu'elles ont eue au niveau de ces clubs-là qui leur permettent de défendre leurs droits, mais aussi de montrer. La dernière chose, c'est que ces filles aujourd'hui influencent les adultes à ce que ces adultes-là arrêtent de continuer la pratique. On a un exemple, Awa Diassi, qui a été présidente de club de jeunes filles, qui a poussé ses parents à arrêter la pratique. D'ailleurs, dans sa famille, il y avait une personne, sa grand-mère était exciseuse, et c'est grâce aux formations reçues, grâce aux informations reçues qu'elle a pu convaincre sa grand-mère, et cette dernière a arrêté. L'autre chose, ces filles-là travaillent avec des ex-exciseuses et ont poussé des ex-exciseuses à se constituer en association et aujourd'hui à devenir des acteurs de changement dans leur communauté. Vous allez aussi dans d'autres zones, que ce soit à Sédhiou, à Goudomp, à Bounkiling, ces filles-là jouent un rôle important dans surtout les questions, quand il y a des questions de communication, quand il y a des ateliers, mais quand il y a d'autres activités où ces filles-là prennent la parole pour expliquer réellement les conséquences de la mutilation génitale féminine. Et ça permet aux parents d'être fiers de leurs filles, mais aussi à la communauté de les reconnaître et de les inviter dans des instances de prise de décision. Donc, je pense que les clubs ont créé un impact très positif au niveau de beaucoup de filles de la zone où aujourd'hui on pratique. Et beaucoup de parents aujourd'hui ont commencé à arrêter. Et l'important, c'est cette rupture-là. Ces filles-là qui grandissent vont devenir mères, ne vont plus exciser leurs enfants et vont pousser d'autres à avoir ce même comportement-là. Et la dernière trouvaille, c'est que ces filles-là ont impacté dans des zones où aujourd'hui on a des clubs de garçons, ce qu'on appelle les clubs INFOP, les clubs IFOCHI. On poussait d'autres, parce qu'avec les activités que nous faisons sur le dialogue intergenre, des garçons ont pu comprendre aujourd'hui que autant que les filles veulent lutter pour qu'on puisse reconnaître leur dignité, autant eux aussi doivent accompagner ces filles-là à être des filles dignes dans leur communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Notre troisième intervenante est Adama Diallo. Elle est l'actrice des clubs de jeunes leaders du CCA de Kolda et une défenseur des jeunes pour UNICEF Sénégal. Dans votre rôle de présidente du Kolda Région Girl Club, comment êtes-vous soutenue pour encadrer et soutenir les autres? Bonsoir, vous m'entendez? Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour la parole et merci à toutes les personnes, en tout cas, qui ont parlé avant moi, qui ont intervenu avant moi. Alors, en tant que présidente du club des jeunes leaders de Kolda, je bénéficie d'abord d'un accompagnement qui me permet de mieux encadrer les autres filles et de jouer pleinement mon rôle de leader. Et je reçois aussi un appui du coordinateur du CCA qui vient de prendre la parole tout à l'heure, Tounon Babaka, qu'on appelle Padre, mais également des autres mentors, des clubs de jeunes filles, des autres coordinatrices qui ont été là avant nous, qui sont en train de nous suivre en l'instant, ainsi que tous les autres membres. En tout cas, qui ont été formés sur la santé des adolescents, le leadership et l'approche non pas nuire et les techniques de communication. Il m'aide également à préparer les séances, à organiser des activités, à gérer des situations sensibles et à m'assurer que toutes les filles se sentent à l'aise et en sécurité. Au-delà, le CCA et ses partenaires comme ALM, Option, Unity et tous les autres partenaires qui nous accompagnent nous apportent aussi un soutien important à travers des formations régulières, du matériel pour animer les sessions, ainsi que des conseils sur le sauvegarde et la gestion de groupes, étant donné qu'on a plusieurs clubs et plusieurs membres. Je suis également soutenue par la communauté. Dire que les parents, les imams, les badjengos et les élus locaux participent aux rencontres et nous soutiennent également depuis la base et encouragent aussi les filles à venir parce qu'on n'est pas un groupe de 10 filles, un groupe de 20 filles.
On est un groupe de près de 3000, près de 4000 filles dans la région. Donc, cela renforce notre légitimité et nous aide à mobiliser davantage à travers, à travers la région, mais à travers aussi le pays et dans la sous-région. Au-delà, ce qui nous permet aussi de partager nos expériences et nous inspire mutuellement. Et tout cet accompagnement me donne en tout cas confiance et me permet d'être un modèle positif pour les autres filles comme d'autres filles l'ont été pour moi. Merci. Quel défi avez-vous rencontré et quel Je vous entends après. Alors, quel comme défi avez-vous? Ok. En tout cas, comme président, je l'ai dit tout à l'heure, les activités que nous faisons, il y a plein d'activités que nous sommes en train de faire. Alors, dire que les défis ne vont pas manquer. Les défis ne vont pas manquer. Peut-être je suis à la cinquième génération. On a fait plus de 10 ans d'existence des clubs de jeunes filles. Donc, il y avait toujours des défis, mais quand même, il y a eu des avancées qui sont en train d'être faites. Et comme présidente, j'ai rencontré plusieurs défis dans la gestion du club. Le premier est la régularité de la participation. Donc, parfois, il y a d'autres qui viennent, d'autres ne viennent pas, donc nous ne sommes pas trop réguliers. Au-delà, car certaines filles vivent loin ou craignent le jugement des familles parce que nous sommes en train, nous débattons ou bien nous discutons sur des sujets sensibles, sur des sujets auxquels on pense être des tabous comme les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, étant dans des familles conservatrices, on considère un peu ça un peu illégal. Au-delà, nous faisons aussi un grand travail de sensibilisation avec les parents. Ensuite, l'accès à un livre sûr et disponible en permanence n'est pas toujours simple parce que les clubs, parfois, les membres se rencontrent dans les maisons ou bien se rencontrent sont un peu mobiles. Alors, au-delà de ça, donc, ce qui réduit aussi la fréquence des rencontres. Nous sollicitons par ça souvent les autorités pour avoir des espaces de rencontre. Nos défis concernant la gestion des sujets sensibles. Certaines filles ont vécu des situations difficiles. Certaines filles ont vécu des situations vraiment difficiles comme la pression pour le mariage ou bien les risques liés à la FGM et à la mutilation génitale féminine. Et il n'est pas toujours facile d'aborder ces sujets sans soutien supplémentaire. Donc, il y a Awa qui est parmi nous. En tout cas, ça a été un peu compliqué et maintenant, elle est actrice et modèle dans toutes les questions que nous sommes en train de faire et tant d'autres filles qui sont dans des communautés conservatrices, Peul, Mandé, etc. Au-delà, le défi lié à la sécurisation des clubs et de leur cartographie. Donc, on se réjouit vraiment le fait de penser, de travailler avec le CCA en tête Babakassi pour l'élaboration de cet outil. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives que nous avons initiées, il y a beaucoup d'idées que nous avons mises en place. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de décret, il n'y a pas de signature, donc du coup, il y a d'autres qui répliquent ces initiatives alors qu'à la base, c'est le club de jeunes filles, à la base, c'est Kolda. Et au-delà de la cartographie et des initiatives nouvelles créées par les mains, nous avons, pour renforcer l'impact du club sur les jeunes filles, je recommande vraiment de toujours continuer à impliquer les parents. Pourquoi je dis continuer? Parce qu'on a déjà commencé à les impliquer. Les leaders communautaires qui ont une influence dans la communauté afin qu'ils comprennent mieux le rôle du club. Ce serait également bien de faire plus de formation. On a fait tout le temps avec ou sans moins, on fait vraiment de formation avec la ressource humaine que nous avons. Et avec les pères éducateurs, les accompagnateurs des clubs de jeunes filles. L'équipe 4 des clubs de jeunes filles, on souhaiterait vraiment qu'on ait des formations avec l'équipe 4 du secrétariat exécutif des clubs de jeunes filles. Au-delà surtout
à l'écoute active, la protection et le bien-être émotionnel parce qu'on débat sur des questions un peu compliquées, mais quand même on gère. Enfin, pour terminer, pour assurer la pérennité, il faut renforcer les partenariats comme vous, ALM, qui ont organisé ce webinaire, Option en bref, et tous les autres partenaires. Il faudra vraiment renforcer le partenariat avec les écoles, les services de santé, les autorités locaux et encourager aussi les activités entre les clubs. En tout cas, en ces mots, voici les défis que nous faisons face, mais aussi les recommandations que nous donnons. Merci à tout le monde. Merci, Adama. Voici notre dernière intervenante, Salimoto Sow, une jeune fille féminine, membre du Conseil des Anglais depuis longtemps, et une championne de la lutte contre les MGF, passionnée par les droits des filles. En quoi ce guide est-il votre travail en tant que présidente d'un club de filles et militante contre les MGF? Bonjour à tous. Je m'appelle Salimata Sow, je suis présidente du club des jeunes filles leaders de Bunkiling, en même temps championne ALM. Pour moi, ce guide est vraiment important parce qu'il m'aide à mieux comprendre mon rôle et à être plus efficace en tant que présidente de club. Parce que avant, je faisais les choses par bonne volonté, mais parfois sans méthode. Mais avec le guide m'explique clairement comment, comment organiser un club, comment créer un espace sûr pour les jeunes filles et aussi comment aborder les sujets sensibles tels que les mutilations génitales féminines et aussi euh, les mutilations génitales féminines et aussi la santé des jeunes filles et leur confiance en soi. Le guide me donne aussi des messages concrets et des exemples pour sensibiliser les filles, mais aussi pour parler avec les mamans, les imams et aussi les Badjangor. Cela m'aide à aborder le sujet avec confiance et respect. En tant que militante contre les mutilations génitales féminines, euh, en tant que militante contre les MGF, le guide m'est aussi très utile parce parce qu'il me permet de donner les filles, parce qu'il me, oh, parce qu'il parce il est aussi important de, de permettre aux filles d'avoir plus de confiance et de respecter leur consentement et leur donner du respect pour chaque fille. Euh, Excusez-moi. Grâce à ça, genre, je me sens plus outillée et accompagnée pour accompagner le membre du club et répondre à leurs préoccupations et leur donner confiance. En résumé, ce guide me permet de renforcer mes compétences et me permet d'être une meilleure leader au service des filles de ma communauté. Merci. Comment avez-vous J'ai pas entendu. Comment avez-vous contribué à l'élaboration du guide? J'ai contribué à l'élaboration du guide en partageant mon expérience de jeune présidente de club de filles à Bunkiling pendant les discussions et les consultations avec l'équipe de ALM. Et aussi, j'ai expliqué des réalités que nous vivons à Bunkiling, les difficultés pour mobiliser les filles, les problèmes de lieux de rencontre et aussi la peur de certaines familles et aussi les réussites qui nous encouragent, faut le dire, parce qu'il y a des réussites qui nous encouragent aussi. J'ai donné mon avis sur les activités proposées, ce qui marche et ce que l'on doit améliorer et ou simplifier, bien sûr. Et comment aussi rendre les séances plus participatives, mais aussi comment rendre les séances plus participatives. Et j'ai aussi partagé des situations que j'ai vécues en parlant des mutilations génitales
pour que le guide propose des conseils adaptés à notre expérience et dans notre contexte. Et au final, je pense que j'ai joué un rôle pour que le guide soit réaliste et proche de notre vécu. Je suis fière d'avoir apporté ma contribution pour que toutes les filles puissent bénéficier du programme. Merci. Merci, Salimata. Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter nos intervenants. Allons maintenant ouvrir la séance aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Allô, Awa? Apparemment, Awa. Awa est coupée, hein, apparemment. Donc, Oui, oui, allez-y, allez-y. ah oui. Il y a des questions sur Combien le de chat, Awa, membres, allez-y. combien de membres compte un club de jeunes filles? Ah ouais, est-ce que vous pouvez lister toutes les questions que vous avez et comme ça, ceux qui sont concernés pourront répondre au fur et à mesure. D'accord, d'accord. Comment faire pour éviter le cloisonnement? Comment faire pour éviter le cloisonnement des interventions de ces clubs par rapport aux autres cadres d'enfants jeunes, intra- ou extrascolaires? Et est-ce qu'il est prévu une union des clubs dans une commune pour favoriser les bonnes pratiques? Troisième question, comment les clubs renforcent l'autoprotection et la participation? Je pense que c'est ces trois questions pour le moment. Ernest, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions ou Babacar Si? Babacar, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions, s'il vous plaît? À la première question, combien de filles? Oui, Cory, rebonjour Cory. Je peux répondre à la première question et laisser Babacar et les autres panélistes répondre aux autres questions. Donc, pour la question concernant le nombre de membres des clubs de jeunes filles, il est important de noter que dans un cadre éducatif, il est essentiel de travailler avec des petits groupes. Donc, ça permet un meilleur accompagnement, mais aussi surtout une participation active de chaque fille et un suivi individualisé. C'est pourquoi, dans le cadre de ce guide, nous préconisons d'avoir des groupes de 15 à 25 personnes qui sont à taille réduite et ils favorisent la confiance de ces jeunes filles, mais aussi encouragent l'expression personnelle et rend certainement les activités beaucoup plus efficaces. Merci. Je laisse Babacar et les autres panélistes répondre aux autres questions. Alors, merci beaucoup, Ernest. Je crois que Ernest a répondu à la première question par rapport au nombre de membres de club de jeunes filles, qui c'est un groupe constitué de scolarisés, de non scolarisés et de peu scolarisés. C'est cette inclusion qu'on recherche. C'est permettre d'avoir le maximum d'informations sur l'ensemble des couches qui traversent l'adolescence.
ce n'est pas uniquement des scolarisés, mais dans le groupe, il doit y avoir des peu scolarisés, des non scolarisés, des personnes vivant avec des handicaps au nombre de 25, parce que le groupe doit être un groupe maintenu et engagé. Par rapport sur les questions liées à l'ABC autoprotection, les filles sont formées sur ABC autoprotection, module 2 de l'UNICEF, et les filles sont formées sur l'ABC autoprotection. On les forme aussi sur les gestes de premier secours et sur la référence. Donc, dans chaque club aussi, il y a une cellule d'alerte et de veille qui permet de pouvoir connaître l'ensemble des services de référence et comment référer des cas si on a des cas. Quand il y a des situations qui posent, à qui s'adresser, c'est pourquoi dans les clubs, Ernest l'a dit, il y a des mentors, il y a des marraines et il y a un père éducateur encadreur qui permet de pouvoir sauvegarder des informations, mais aussi permettre aux filles, quand il y a des difficultés, que ces filles-là cherchent à qui s'adresser et au niveau de quel service s'adresser. C'est pourquoi il est important d'avoir un service de référence, comme nous le faisons, gérer l'ensemble des clubs, quand il y a des informations, qu'on puisse les avoir. Je donnerai simplement un exemple. Il nous arrive des fois dans des zones où les filles entendent des suspicions de mutilation génitale féminine, soit un cas individuel, soit des groupes de filles qui risquent d'être mutilées. Et facilement, ces filles-là donnent l'information de façon anonyme. Et maintenant, on fait la triangulation de l'information pour vérifier la véracité et alerter l'ensemble des services. Et ça a permis de pouvoir sauver beaucoup de filles, mais aussi d'alerter les autorités judiciaires sur ces questions-là. Donc, effectivement, les filles sont formées. Même les parents sont formés sur ABC, protection des parents. Donc, quand on forme les filles aussi, on forme les parents sur ces ABC-là. Et la dernière question, je ne sais plus c'est quelle question. Ah oui, oui. L'autre question, Babacar, c'était juste comment, est-ce que vous prévoyez de créer des unions de clubs de jeunes filles au niveau des communes, un peu pour favoriser un peu le réseautage? Et la suite, c'est comment ces clubs participent à l'autoprotection et à la protection? Est-ce que ces clubs participent à l'autoprotection et à la protection? Comment? Effectivement, il y a déjà des réseaux existants. Dans chaque zone, il y a ce qu'on appelle le réseau zonal. Et il y a un point focal, il y a des points focaux qui encadrent ces réseaux-là. Donc, il y a aussi d'autres organisations qui sont là, comme le Conseil municipal des enfants, les clubs d'enfants ou bien le Parlement des jeunes. Les membres de ces clubs-là aussi vont participer à ces instances-là pour montrer aussi leur voix. Parce que les clubs, c'est dans des zones, dans des villages. Un village peut avoir autant de clubs possibles, comme dans un quartier, ils peuvent avoir autant de clubs possibles. Donc, on fait en sorte que ces jeunes-là, dans un instance où les jeunes se rencontrent, que ces jeunes-là puissent avoir des représentants. Et dans cette zone, je prends l'exemple de Salikeñe. On vient juste d'installer le deuxième club de Salikeñe avec l'appui de Amref Health Africa dans le cadre du programme ALM. Ce club-là va rejoindre le premier club qui a été installé. Ils vont former un réseau et vont pouvoir rencontrer les autorités, travailler en binôme, et chacun dans sa zone de prédilection va continuer à faire ses activités. Pour les questions de protection et d'autoprotection, effectivement, les filles sont formées sur ça, parce qu'il y a un guide d'autoprotection avec le partenaire UNICEF, avec le programme conjoint, où les filles sont formées sur les questions d'autoprotection et de protection. Ils font aussi des références, mais aussi des signalements, pour permettre qu'on puisse protéger d'autres filles et travailler aussi avec l'ensemble des services de sécurité quand il y a des informations reçues, que ces filles-là puissent tout de suite référer et que le travail puisse être fait. Pour la dernière question que je viens juste de voir, est-ce que Amref prévoit d'accompagner les garçons à participer à la promotion de masculinité positive? Je peux répondre à la place d'Amref, mais Amref aussi va continuer. Effectivement, le premier club de garçons qu'on a eu à avoir à Salikeñe, c'est à travers les activités que nous faisions avec Amref, ce qu'on appelait les dialogues intergenres, qui regroupaient et les garçons et les filles. Et à travers maintenant cette session de dialogue, les garçons ont eu l'idée d'avoir eux-mêmes aussi un club de garçons. Et c'est un autre partenaire qui est venu nous permettre d'installer le club de garçons. Mais tout le travail en amont a été fait avec Amref pour amener les garçons à intégrer le dispositif. Parce que si on se limite uniquement aux filles et que les garçons ne sont pas sensibilisés, les normes sociales au niveau des garçons ne changent pas, il y avoir des difficultés d'intégration.
C'est ce qui a fait qu'Amref nous a appuyé à renforcer la capacité de ces garçons, un groupe avec qui nous avons travaillé pendant une année. Et on a installé le premier club de garçons du Sénégal à Salikeñe dans la zone d'intervention de Amref ALM. Merci, tonton Babacar. Je pense qu'il y a d'autres questions dans le chat. Quels sont les défis actuels qui s'observent dans les clubs de jeunes filles et quelles solutions devraient être envisagées pour plus de perfection des résultats envisagés au niveau du groupe? Bon, je laisse aux filles le soin de répondre. Adama et notre Bunkiling. Adama et Salimatou. Et Adama et Salimatou peuvent répondre à cette question. Oui, oui. Vous pouvez répéter la question, Madame la modératrice? Quels sont les défis actuels qui s'observent dans les clubs de jeunes filles? Adama? Quels sont les? Oui. Quels sont les défis actuels qui s'observent dans les clubs de jeunes filles et quelles solutions devraient être envisagées pour plus de perfection des résultats au niveau du groupe? Alors, les défis actuels, je pense que vous m'entendez? OK. Les défis actuels, je pense que je le disais tout à l'heure sur la deuxième question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport aux défis auxquels les clubs font face. Je parlais de la régularisation, je parlais de la sécurité des clubs et des initiatives des clubs de jeunes filles. Mais maintenant, les défis majeurs sont, il y a des personnes en tout cas qui envisagent vraiment avoir des clubs de jeunes filles, voir ce que nous sommes en train de faire et essayer de démultiplier cela. Voilà, on a beaucoup de demandes. Je parle sous le tel de Patrick qui connaît. Et parfois, beaucoup de personnes viennent nous dire qu'à nous, on veut installer tel club, on veut installer tel club. Maintenant, le défi actuel, c'est qu'on n'a pas assez de moyens pour aller dans ces villes, dans ces villages, pour installer des clubs ou bien pour faire des formations de suivi afin qu'on ait vraiment ces filles capacités, ces leaders qu'on recherche qu'on doit vraiment avoir dans les clubs. Au-delà, il y a faut le dire, il y a parfois des parents qui sont toujours un peu réticents, mais quand même, il y en a pas beaucoup. Donc, tout ça font partie des défis auxquels nous faisons face, les thématiques auxquelles nous discutons et tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, les solutions que nous préconisons, c'est d'appeler plus de partenaires, mais au-delà des partenaires aussi, à notre niveau, nous sommes en train de faire certaines choses sur lesquelles nous pouvons faire parce qu'on a des clubs vraiment très dynamiques qu'on n'a pas encore installés officiellement. On en a à gogo. On a des clubs qui sont vraiment dynamiques, mais on n'a pas installé officiellement parce qu'on n'a pas tous les moyens, tout le matériel nécessaire pour organiser une installation officielle en présence des personnes vraiment qu'il faut. Donc là, à notre tour, on ne peut pas attendre tout le temps les moyens. Et moi, parfois, je me déplace, parfois le point focal, parfois les encadreurs des clubs qui font de leur mieux. Et parfois aussi le directeur qui met à notre disposition sa voiture afin que nous puissions sillonner en vrac les lieux qui sont sur une même axe. Merci. Il y a une question pour toi. Vous, à une de vos actions en Ah ouais, je pense que votre micro est un peu entrecoupé. Je vais un peu prendre la niveau relève. d'implication et Voilà. d'appropriation des Oui. Excusez, Awa, je pense que son micro est entrecoupé malheureusement. Elle est toujours avec nous, hein, mais c'est son micro qui est coupé. Donc, je m'en vais avec une autre question. Surtout, je pense que c'est oui, quand même pour
Je vais laisser le soin à Ernest de répondre ou à Babacar. Incitez-vous les clubs à rejoindre les réseaux pour mieux contribuer à la promotion de l'abandon. Voilà, c'est pour Babacar ou Ernest. Oui, Donc, je vais laisser Babacar répondre à cette question. C'est lui qui a plus en charge les questions de réseau des clubs de jeunes filles. oui, les clubs sont dans les réseaux. D'abord, au niveau de la coalition, il y a les membres de clubs de jeunes filles, la coalition nationale, il y a les clubs de jeunes filles. Au niveau du réseau des jeunes pour lutter contre les mutilations génitales féminines, il y a les membres de clubs de jeunes filles. Au niveau du mouvement 9905, il y a les membres de clubs de jeunes filles. Au niveau du Parlement des jeunes, il y a les clubs de jeunes filles. Au niveau de Girl Council, il y a les membres de clubs de jeunes filles. Donc, nous poussons les jeunes à aller intégrer les instances de prise de décision pour élever leur voix. Et aujourd'hui, la présidente de Girl Council, c'est une membre du club de jeunes filles, Girl Council, qui fait un excellent travail dans la zone de Tamba, de Kolda, de Sédhiou et au niveau aussi des autres régions d'intervention du projet AMREF. Donc, nous faisons en sorte que quand il y a des instances de décision, des réseaux qui sont assez forts, que les filles puissent y participer. Il y a d'autres réseaux qui sont au niveau de Dakar où les filles participent activement et ces réseaux-là utilisent même les clubs de jeunes filles, les membres de clubs de jeunes filles pour élever leur voix. Je peux parler de l'exemple d'Amfé qui est à Podor, qui avait envoyé une de nos filles pour aller participer à nous. Je peux parler de Sédhiou et de Kolda, où deux membres de club de jeunes filles de Sédhiou et de Kolda étaient partis en Tanzanie pour parler au nom de ce programme AMREF et au nom de ce programme sur les questions de mutilation génitale féminine. Et ce sont des réseaux qui ont permis carrément d'étendre la voix des jeunes filles. Maintenant, pour la pérennisation des actions en cas de retraite des partenaires, bon, nous ne sommes pas sur les partenaires, c'est pourquoi les clubs ont leur propre plan d'action et leur zone d'intervention. Ce qui fait qu'avec ou sans partenaire, ils déroulent des activités parce que chaque club a sa zone d'intervention et les parents sont impliqués. Donc, il y a un financement aussi revolving au niveau local. Donc, au niveau des clubs, il y a des activités génératrices de revenus qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir autofinancer leur activité. C'est la saponification, c'est la transformation de céréales. Aujourd'hui, dans certaines zones, les clubs ont des continuums. C'est-à-dire qu'on a pu travailler avec les collectivités locales pour que les collectivités locales puissent financer les activités de ces clubs-là. Et on a réussi ce même DAB-là à Salikenye, à Tchéti, à Kombakara, à Mampatim, à Dabo, à Bagadadji, ou à Kolda, où des maires donnent des fonds pour permettre à ces clubs-là de fonctionner. En dehors de cela, chaque membre de club de jeunes filles, il y a des réunions où chaque membre de club de jeunes filles cotise selon ce qui a été décidé, comme Ernest l'a dit, dans le règlement intérieur. Cet argent leur permet d'acheter des cahiers, de payer les fournitures, mais aussi de faire des activités de sensibilisation s'il n'y a pas un partenaire qui est disponible. On a aujourd'hui plus de 200 clubs de jeunes filles dans la zone de Sédhiou-Kolda et il n'y a pas un partenaire qui peut financer 200 clubs de jeunes filles avec un plan d'action. Ce sera assez lourd, mais on a opté pour faire renforcer les filles sur elles-mêmes, qu'elles préparent le plan d'action, qu'elles continuent et il y a un suivi qui est fait. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'installer ce qu'on appelle les maisons de l'espoir des filles et des ados jeunes dans des villages. Et ce sont les maires qui donnent le local. Et maintenant, ces locales-là, le partenaire vient mettre un matériel pour permettre, quand il n'y a plus de financement, que ce travail-là puisse continuer. Et on est en train de travailler avec AMREF pour que s'il y a une prolongation, qu'on puisse voir comment le programme ALM peut porter cette initiative-là et permettre à ces filles-là d'avoir des maisons, des marches qui leur permettent de pouvoir se réunir, faire les activités économiques, mais aussi avoir un endroit qui reflète un espace sûr. Merci, Babacar. Donc, Awa, je pense Awa va continuer.
Bon, peut-être Awa a toujours des soucis techniques apparemment. Donc, je vais poursuivre encore. Désolé, Awa. Bon. Il y a quand même d'autres questions hein, qui suivent. C'est comme, par exemple, comment ces clubs sont accompagnés pour ce qui est de l'évaluation, la documentation et la capitalisation de leurs actions. Donc, Ernest, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Donc, pour l'accompagnement de ces clubs de jeunes filles, surtout dans la capitalisation, donc le club fonctionne déjà de manière autonome. Donc, ils ont leur propre système d'évaluation de capitalisation. Nous, dans le cadre du GUT, nous avons proposé quelques outils faciles pour que les jeunes filles puissent facilement collecter les données, mais aussi capitaliser les bonnes pratiques. Maintenant, il y a le CCA qui est leur partenaire naturel, leur accompagnant naturel, qui les aide dans la capitalisation, surtout une capitalisation beaucoup plus holistique qui couvre l'ensemble des clubs de jeunes filles pour capitaliser non pas des actions individuelles de chaque club, mais une capitalisation globale au niveau départemental de l'ensemble des clubs. Merci. Merci de poursuivre, Ernest, avec une autre question de Félix Aumont qui voulait savoir comment vous mesurez la participation des filles en termes d'action, comment vous mesurez cette participation des filles, surtout pour la question de l'abandon des mutilations génitales féminines. Et une question subsidiaire de Cheikh Diaw, toujours liée à cette question, est-ce que ces clubs interviennent dans d'autres thématiques au-delà des MG, pas tant d'autres thématiques des VBG? Merci. Oui, déjà que pour les interventions, les clubs sont au-delà des mutilations génitales féminines. Donc, elles travaillent sur toutes les questions qui concernent la vie des jeunes filles dans les communautés. Donc, elles interviennent sur des questions de violence basée sur le genre généralement, notamment les MGF, mais aussi sur les questions d'éducation, sur les questions de droit, sur les questions d'environnement, sur les questions d'accès et d'inclusion. Donc, les clubs travaillent globalement et donc c'est centré sur les besoins de la jeune fille qui couvre l'ensemble des besoins et aspirations de la jeune fille dans sa localité et puisse rendre la jeune fille autonome et capable d'influencer positivement son environnement, mais aussi de prendre son leadership et de prendre ses responsabilités dans sa vie. Merci Maintenant, beaucoup. Enfin, ouais, allez-y, désolé. allez-y. Non, c'était une question juste pour vous, hein, principalement. En bref, comment vous comptez favoriser l'insertion des filles non scolarisées? Oui, donc nous travaillons toujours en partenariat avec les CCA. Donc, dans le cadre de nos interventions, nous avons vu même, et c'est ce qui est louable, c'est que nous avons vu des initiatives qui viennent même de ces jeunes filles-là sous la supervision de Babacar. Des jeunes filles, même à travers les actions que nous avons menées, ont développé elles-mêmes des activités génératrices de revenus avec de l'argent qu'elles ont pu collecter elles-mêmes et réunir de l'argent dans le cadre des actions que nous menons elles-mêmes initier des activités génératrices de revenus qui puissent permettre à ces clubs-là de fonctionner, mais aussi à permettre à ces jeunes filles qui sont déscolarisées de trouver des voies alternatives, notamment des métiers dans lesquels elles puissent travailler. Aussi, il faut dire que le CCA aussi ne se limite pas seulement à aider les filles sur des questions de violence basée sur le genre et MGF, mais il y a beaucoup de formations sur l'autonomisation, l'insertion professionnelle qui sont déroulées. Et c'est dans ce cadre-là que même que lors de notre dernière formation, nous avons voulu insister sur cet aspect-là, qu'il ne s'agit pas seulement de faire des sensibilisations sur les questions de mutilation génitale féminine, mais de rendre la jeune fille autonome. Donc, nous avons essayé d'intégrer des aspects d'autonomisation des jeunes filles, d'insertion de ces jeunes filles, mais nous avons aussi essayé de un peu étendre la perspective de ces jeunes filles en intégrant une partie collective de formation en collectivité éducative où ces jeunes filles sont encadrées ont été encadrées dans le cadre de la formation à intégrer dans leurs interventions des aspects de collectivité éducative qui leur permet de pouvoir mieux s'insérer dans le contexte local. Merci. Merci beaucoup Ernest. Je sais qu'il y a encore pas mal de questions
de la part de nos intervenants, de nos participants. Je vous inviterai simplement pour la plupart à visiter aussi le site web de The Girl Generation. Donc, à partir de la bande de recherche de Google, il suffit juste de taper The Girl Generation. Il vous renvoie directement au niveau du site que vous pourrez visiter. Mais aussi, j'inviterai Catherine, l'équipe de AMREF et le CCA à visualiser l'ensemble des questions et des commentaires de ce webinaire pour répondre quand même autant que possible à des interpellations pour lesquelles on n'a pas eu le temps de consacrer notre attention. Je voudrais quand même revenir pour remercier ma co-modératrice, Madame Awasso, pour la modération de cette partie, mais aussi remercier et féliciter l'ensemble de nos intervenants pour ces vraiment questions très pertinentes, mais surtout enrichissantes pour quand même le partage de cette expérience et de cette recherche sur le club, sur les clubs de jeunes filles. Merci d'avoir donc participé et merci d'avoir écouté et partagé donc vos commentaires. Pour conclure, nous aimerions vous poser quelques questions. Après la séance d'aujourd'hui, connaissez-vous le processus de mise en place de clubs de filles pour l'abandon des MJF? Donc, normalement, vous avez un menu contextuel sur l'écran avec les réponses auxquelles nous vous invitons à choisir. Donc, la première réponse à cette question, c'est oui. Voilà, donc vous avez donc le menu, voilà l'écran. Donc, la première réponse possible, et vous devez choisir parmi trois, c'est oui. Je comprends maintenant clairement le processus. Et c'est aussi marqué en anglais. Yes, I now understand the process clearly. La deuxième question, c'est je comprends en partie le processus, mais j'ai besoin de plus d'explications. La troisième réponse possible, c'est non, je ne suis toujours pas sûr du processus. Donc voilà les réponses possibles. Et on vous invite à choisir une réponse, s'il vous plaît. Et la deuxième question, seriez-vous susceptible de diffuser ou de mettre en œuvre ce guide sur la création de clubs de filles pour l'abandon des mutilations génitales féminines? Et les réponses souhaitées, où vous devez choisir, c'est oui ou non. Voilà. Oui ou non. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu répondre euh, convenablement à ces questions. Euh, Maintenant, pour clore ce webinaire, nous invitons Madame Ida, directrice de programme chez Amref Health Africa Sénégal, à prononcer le discours de clôture. Merci à vous. Bienvenue, Ida. Merci beaucoup, merci Cory. C'est toujours un plaisir de partager un espace de discussion avec vous. Alors, chères participantes, chers participants, je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire qui est dédié au guide pratique pour la création de clubs de jeunes filles. Je pense qu'à partir de cet outil AMREF, dans le cadre de ce programme, affirme son engagement à soutenir l'autonomisation des filles, à renforcer leur voix et à accompagner les communautés dans une transformation durable. Aujourd'hui, plus que jamais, notre travail s'inscrit dans la vision d'AMREF, dans la stratégie d'AMREF 2023-2030, dont un des axes vraiment très importants est de construire des systèmes de santé durables en Afrique et centrés sur les personnes. Et je pense que cette approche de travail montre l'importance de prendre en compte les besoins des personnes dans nos différentes stratégies. Par le biais de l'éducation, du renforcement des capacités locales, d'un plaidoyer pour l'égalité et l'action concrète sur les déterminants sociaux, économiques, environnementaux de la santé. Nous voulons vraiment faire de la santé et de l'émancipation
un droit réel pour toutes les filles et pour tous les jeunes, y compris bien évidemment les jeunes garçons, puisque ça a été abordé également. Ce guide et les futurs clubs de jeunes filles sont des pièces de ce puzzle. Et en soutenant l'accès à l'éducation, en promouvant l'égalité, en construisant des communautés résilientes capables de faire face à des défis, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou liés au climat, nous avançons vers l'Afrique que nous imaginons en 2030 et que nous espérons en tout cas être une Afrique transformée, juste, en bonne santé et offrant les mêmes chances à tous les enfants. Nous espérons que ce guide euh, vous inspirera et vous équipera également pour créer, adapter et faire vivre des espaces sûrs, inclusifs et porteurs d'avenir. Continuons à apprendre les uns des autres, à partager nos réussites et à bâtir ensemble un mouvement où chaque fille peut s'épanouir et devenir actrice du changement. Et au nom d'Amref Health Africa, je vous remercie vraiment avec beaucoup de chaleur pour votre présence dans ce webinaire, votre engagement et votre détermination. Le travail continue et il se fera avec vous. Et je vous remercie encore pour votre disponibilité et votre collaboration. Merci. À vous, Cory. Merci beaucoup, Ida. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Merci. Bye. Thanks, everyone.